Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Biologie, écologie, agronomie. Collection dirigée par Richard Moreau. Professeur honoraire à l'Université de Paris 12. Et Claude Brzezinski, professeur émérite à l'Université de Lille. Cette collection rassemble des synthèses, qui font le point des connaissances sur des situations ou des problèmes précis, des études approfondies exposant des hypothèses ou des enjeux autour de questions nouvelles ou cruciales pour l'avenir des milieux naturels et de l'homme, et des monographies. Elle est ouverte à tous les domaines des sciences naturelles et de la vie. Déjà paru. L'UITS-AGUE, la pollution due au transport urbain et aéroportuaire. Caractéristiques et méthodes de réduction, 2009. Marie-Françoise Marein, l'agriculture dans la Grèce du IVe siècle avant JC, 2009. Jean-Claude Lacaze, le christianisme face à la crise écologique mondiale, 2009. Michel Brault, paysan du monde. Parcours d'un agronome au service de la terre, 2009. Jean-Claude Gall, des premières bactéries à l'homme. L'histoire de nos origines, 2009. Groupe de Bellechasse, l'alimentation du monde et son avenir, 2009. Maurice Bonneau, forestier dans le Haut-Atlas. Maroc 1952 à 1956, 2009. Alain Giret, le Quaternaire, climat et environnement, 2009. René Letolle, la mer d'Aral, 2008. René Jacot, souvenir d'un forestier français au Maroc, 1952 à 1968, 2008. Bonaventure DOSSOUYOVO, l'accès aux ressources biologiques dans les rapports Nord-Sud. Enjeux et perspectives de la protection internationale des savoirs autochtones, 2008. André Géricault, connaître la vie pour saisir le futur, 2008. Jean-Louis L'Espagnol, la mesure. Aux origines de la science, 2007. Emmanuel Torquebiau, l'agroforesterie, 2007. Jean-Jacques Hervé, l'agriculture russe, 2007. Jean-Marc Boussard, Hélène Delorme dire, la régulation des marchés agricoles internationaux, 2007. Jacques Caneil dire, agronome et innovation, 2006. L'élevage est né il y a longtemps, 8 ou 10 000 ans, au néolithique, probablement en plusieurs endroits à la fois, et en tout cas contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, pas seulement au Moyen-Orient. En fait, il est, semble-t-il, né à peu près partout où vivaient à l'état sauvage des espèces potentiellement domesticables et où l'on trouvait des ressources naturelles suffisantes en même temps qu'un environnement socio-culturel favorable. On a parlé à ce propos de révolution. Et c'est sans doute le mot qui convient le mieux pour décrire ce qui s'est alors passé. Les Homo pourtant déjà sapiens du Paléolithique et du Mésolithique consacraient la quasi-totalité de leur temps à la chasse et à la cueillette. Leurs fils, devenus agriculteurs et de ce fait, libérés pour une part de la hantise des lendemains, pouvaient vaquer à d'autres occupations, penser à venir, réfléchir. En matière d'élevage, 2 espèces surtout connaissaient leur faveur. Le mouton pour sa peau et sa laine, le porc pour sa viande et sa graisse. Le bœuf et le cheval ne seront domestiqués qu'un peu plus tard mais tout de même bien avant les volailles. À leur arrivée en Gaule, les envahisseurs romains durent admettre que l'élevage était déjà solidement implanté dans l'ensemble du pays, et qu'il ne se portait pas si mal. C'est ce dont témoigne Varron, contemporain tout à la fois de César et d'Auguste, dans son traité d'économie rurale. Tout peuple, écrivait-il, n'est pas apte à l'élevage, les Gaulois y montrent des dons exceptionnels. Une 50aine d'années plus tard, Strabon, l'éminent géographe grec, tenait le même langage. Toute la Gaule produit beaucoup de blé, du millet, des glands et toutes sortes de bétail. En fait, les Gaulois élevaient des bœufs, des moutons, des porcs, beaucoup de porcs, mais aussi des oies qu'ils vendaient jusqu'à Rome. Tout au long du Moyen Âge, l'élevage se développera mais lentement, très lentement. La priorité allait à la culture des céréales et des plantes vivrières. Les rendements étaient faibles, trop faibles pour que l'on ose seulement envisager de consacrer au bétail des pâtures ou des terres un peu plus vastes. Nourrir les animaux, écrira Marc Bloch dans ses Caractères originaux de l'histoire rurale française, publié en 1931, constituait un grave problème, un des plus angoissants de la vie du village. En fait, les porcs allaient à la glandée dans les forêts, et les moutons pâturaient sur les landes ou les sols arides. Et cela durera encore de longues années.
Au XVIIIe siècle, sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, peut-être grâce aux agronomes qui se préoccupaient pourtant d'abord et avant tout des cultures, l'élevage connaîtra un certain développement. Dans les années 1770 à 1780, les Français consommaient 12 à 15 kg de viande par personne et par an, buvaient quelques pintes de lait et mangeaient 3 ou 4 livres de fromage. C'était encore bien peu. Et pour cause. Ce qu'attendaient les paysans des bovins, c'était d'abord du fumier et du travail, ce qu'ils attendaient des moutons c'était de la laine, ce qu'ils demandaient aux chevaux c'était du travail, de la commodité et du paraître. Seuls les porcs étaient exploités pour leur viande et leur graisse. De mes notes, écrivait l'anglais Arthur Young qui visita la France à la veille de la Révolution, il résulte qu'en Normandie, dans le Bas-Poitou, en Limousin, dans le Quercy, en Guyenne, l'importance du bétail est joliment bien comprise et que dans la partie herbagère de la Normandie la quantité est bien proportionnée à la richesse du pays. Dans tout le reste du royaume, qui en forme la plus grande partie, il n'y a rien qui mérite d'être noté. Dans les 18-20e du pays, il n'y aurait pour ainsi dire pas de bétail du tout sans la pratique de labourer avec eux. Lavoisier ne disait pas autre chose quand au même moment, il qualifiait l'élevage de mal nécessaire et affirmait les bestiaux ne sont que les instruments employés pour cultiver et pour fumer, et le bénéfice qu'ils procurent n'est qu'un léger accessoire. Sous la Révolution et sous l'Empire, les choses commencèrent à changer. Berthollet le chimiste et ses amis, inquiets de la médiocrité de l'élevage français, lancèrent en Vendémiaire en Troie, avec la bénédiction de ces messieurs du Directoire, une enquête d'inspiration très moderne qui se proposait de faire le point sur la situation réelle de notre cheptel. Les enquêteurs reçurent pour mission de collecter un maximum de données sur les effectifs des animaux, sur les conditions dans lesquelles ils étaient élevés, sur les maladies constatées, sur les remèdes utilisés et leur efficacité apparente. Mieux, il leur était demandé de recueillir des informations sur les eaux d'abreuvement et les surfaces consacrées au pâturage. C'était la première fois que l'on s'intéressait à ce genre de choses. Mais il était trop tôt, beaucoup trop tôt pour que les paysans acceptent de répondre à un questionnaire de ce type. Ils ne tenaient pas du tout à ce que l'État, la République en l'occurrence, mette son nez dans leurs affaires. La royauté les avait longtemps spoliés, exploités. Ils étaient persuadés que la République en ferait tout autant s'ils entraient dans son jeu. Répondre à ces questions leur paraissait dangereux, répondre honnêtement leur paraissait suicidaire. Réflexion faite, ils se résignèrent à faire ce qu'on leur avait appris à faire tout au long des siècles et qu'ils faisaient fort bien, ils exprimèrent des doléances, des plaintes assorties de quelques requêtes. Seules les informations concernant l'état sanitaire du cheptel paraissent à peu près fiables. Même si tout donne à croire que la fréquence et la gravité des maladies parasitaires ou des épizooties ont été exagérées, il n'en reste pas moins que la situation était passablement inquiétante, et les taux de mortalité souvent catastrophiques. En fait, ce n'est guère avant 1850 que l'élevage prendra son essor sous les effets conjugués des progrès agricoles et industriels, de la hausse du niveau de vie, de l'urbanisation, de l'évolution des mœurs et bien entendu, de l'avènement de la zootechnie et du bond en avant de la médecine vétérinaire. En ces derniers temps, écrivait André Sanson en 1885, la consommation de viande a pris dans l'Europe occidentale de très grands développements, déterminés surtout par la hausse des salaires, qui a été elle-même la conséquence des changements politiques intervenus. Le sentiment de l'égalité, en France particulièrement, a fait naître de vives aspirations au bien-être parmi les travailleurs. Or ces aspirations se réalisent d'abord par l'amélioration du régime alimentaire, premier besoin de l'homme, et dans cette amélioration, c'est la viande qui occupe le premier rang. La consommation de viande qui dans notre pays s'élevait, semble-t-il en moyenne à 18 kg par personne et par an en 1812, atteignait, selon des estimations jugées assez fiables, 23 kg en 1856, 33 kg en 1852 et 45 kg en 1910. La consommation de lait évoluait à peu près parallèlement. C'est ainsi que les chiffres dont nous disposons donnent à penser que les Parisiens multiplièrent par 2 leur consommation individuelle entre 1850 et 1900. Dans les 20 courtes années qui allaient séparer les deux dramatiques conflits mondiaux, d'autres progrès seront réalisés. Des progrès considérables,
qui verront par exemple la consommation de viande passer de 45 à 57 kg par personne et par an et la part de l'élevage dans le revenu agricole brut s'approcher de 45%. Ceci étant, c'est tout de même après la Seconde Guerre mondiale que l'élevage se développera. Au cours d'une première période, qui correspond grosso modo aux 30 Glorieuses, il prendra son essor, se construira avec pour préoccupation majeure de répondre à la demande des consommateurs tout en dégageant de légitimes profits pour les éleveurs. La crise de 1973, sans être, et à loin près aussi grave que la crise actuelle, mettra un terme à cette première période, marquera une sorte de rupture qu'avaient peut-être, et peu ou prou, annoncé les événements de mai 68. On ne dira toutefois pas merde à Vauban. De 1975 à 2005, tout au long de ces 30 années que l'on pourrait qualifier de laborieuses, l'élevage se consolidera, se structurera. Les managers succéderont aux conquérants. Ils devront faire face à d'importants changements, relever de nombreux défis. La chute du mur de Berlin et la décrépitude du communisme, la construction de l'Europe, la globalisation de l'économie, l'extension du commerce international, les crises sanitaires, l'irruption de l'écologie, du développement durable, de l'aménagement rural ou du bien-être animal dans la politique. La monumentale crise financière et économique née en 2007, mais en gestation depuis quelque temps déjà, a mis un terme à cette deuxième période. Elle provoquera inévitablement des remises en cause. Nos certitudes de demain ne seront probablement plus tout à fait celles d'aujourd'hui. Elle aura, cette crise, une influence sur les façons de penser, sur les manières d'être des Français, des Américains, des Chinois, des Russes ou des Africains, sur leur façon de vivre et de manger. Selon toute probabilité, ces événements influeront sur les négociations internationales, sur celles de l'OMC et par contre-coup, sur les aménagements de la PAC. D'éminents économistes se sont demandé si cette crise n'était pas le premier gros échec de la mondialisation. Peut-être faut-il se poser la question. Que deviendra dans ces conditions l'élevage français ? S'adaptera-t-il ? Et si oui, comment ? Quelle place prendra-t-il sur l'échiquier mondial ? C'est à ces questions que nous essaierons de répondre dans la dernière partie de cet ouvrage. Les pathologistes savent depuis longtemps qu'un examen clinique ne peut se satisfaire des seuls symptômes du moment, et qu'il leur faut connaître le passé de leurs patients pour poser un diagnostic, établir un pronostic et instituer un traitement. C'est le processus que nous avons suivi en examinant ce qui s'était passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en nous appuyant sur les statistiques qui sont pour l'économiste ce que sont les examens de laboratoire pour le pathologiste. Mais pas plus qu'il n'est possible d'asseoir un diagnostic sur les seuls résultats des examens de laboratoire, il n'est question de s'en tenir aux seules données statistiques pour établir des prévisions. Elles permettent certes de nourrir la réflexion, mais elles ne peuvent pas la remplacer. Elles doivent être interprétées et accompagnées d'informations sur les évolutions techniques, économiques et politiques. PREMIERE partie, le temps des conquêtes, les 30 Glorieuses. Chapitre 1 Les acteurs. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France boitait bas. Sa situation démographique était consternante, son état économique et financier pire encore. Des milliers et des milliers d'usines, de ponts ou de gares avaient été détruits. Des milliers et des milliers de kilomètres de routes et de voies ferrées s'avéraient hors d'usage. Nos réserves financières tangentaient le point zéro. Nos effectifs de bovins étaient, selon toute vraisemblance, inférieurs de 25% à ceux des années 30 et nous comptions 15% de porcs en moins. En bref, la France était dans un état lamentable et pour tout dire bien incapable de se redresser seule à bref délai. Par bonheur et par intérêt, les États-Unis, la Byrd et le FMI lui apportèrent leur aide sans trop barguigner. Quoi qu'il en soit, 5 à 6 ans plus tard, au début des années 50, grâce aux efforts des uns et des autres, des Français notamment, la situation, sans être brillante, était néanmoins honorable. Les prix avaient beaucoup augmenté, les taux d'intérêt des emprunts beaucoup plus modérément. En clair, les épargnants avaient, comme c'est l'habitude en pareil cas, largement contribué au retour en forme du pays par la dépréciation de leur épargne. Restait à relancer l'économie. Un rude travail. Dans le domaine de l'élevage, étaient partie prenante les consommateurs, le monde paysan et les pouvoirs publics. Les consommateurs.
La guerre finie, les Français, tout comme leurs homologues européens, étaient las des restrictions, las de vivre dans une quasi-misère, las d'avoir peur. Ils voulaient oublier les cartes de rationnement, remiser leurs angoisses au placard. En bref, ils voulaient vivre, le disaient haut et fort, et ce n'était pas négociable. Dès 1946, les choses commencèrent à évoluer, certes pas très vite mais tout de même de façon sensible. Les revenus réels augmentèrent très sensiblement. En prenant pour base les prix de détail et les salaires ouvriers de l'année 1949, et en les plaçant à l'indice 100, on constate que 27 ans plus tard, en 1976, l'indice des premiers s'élevait à 474 et celui des seconds à 1516. En clair, le pouvoir d'achat des salaires ouvriers s'était multiplié par 3,2 au cours des 30 Glorieuses. Simultanément, les conditions de vie des Français s'étaient améliorées de façon spectaculaire. Pour ne citer qu'un exemple, de 9,5% des revenus qu'elles représentaient en 1959, les dépenses de santé passèrent à 14% en 1975. Mieux encore, les effectifs des élèves de l'enseignement secondaire furent multipliés par 4 entre 1950 et 1970. Ils passèrent de 1,1 à 4,6 millions et ceux des étudiants de L'. Enseignement supérieur par 6, ils passèrent de 130 000 à 780 000. Ernest Engel, il y a longtemps déjà, c'était en 1850, avait formulé une loi dont deux des termes nous concernent très directement. Les voici. À mesure que croît le revenu, la dépense consacrée à l'alimentation augmente de façon absolue mais diminue de façon relative. Plus le revenu est élevé, et plus grande est la proportion des dépenses non alimentaires. En bref, élévation du niveau de vie et satisfaction non seulement des besoins mais aussi des plaisirs alimentaires évoluent parallèlement. Les Français de l'après-guerre allaient en porter témoignage et entrer sans rechigner dans la société de consommation. Ils voulaient certes manger davantage mais aussi et surtout manger un peu mieux. S'offrir un peu plus de viande et pas toujours la même, un peu plus de fromage, boire un peu plus de lait. Bien entendu, ils n'étaient pas disposés à le faire à n'importe quel prix. Ils souhaitaient simultanément consacrer davantage d'argent à leur vie de tous les jours, à leur logement, à leurs loisirs, à leurs vêtements, à leur culture. Ils souhaitaient rouler voiture, regarder la télévision et prendre des vacances. Finalement, et sans le savoir, ils donnaient raison à Engel. Et se montraient très attentifs au prix. Si en 1946 à 47, leur budget alimentaire représentait près de 45% de leurs ressources, ils n'en dévoraient plus que 37,7% en 1959 et 24,9% en 1975. Ces consommateurs, nous le savons déjà, allaient évoluer tout au long des 30 Glorieuses. Et devenir de plus en plus exigeants. Les agriculteurs. La guerre, en dépit des bouleversements qu'elle avait apportés, n'avait pas pour autant gommé les problèmes que connaissait le monde des campagnes depuis de longues années déjà. L'exode rural, qui s'était assagi pendant la tourmente, avait retrouvé sa vigueur dès 1946. Les lumières de la ville, l'attrait des congés payés, de rémunérations convenables et plus sûres, le peu de goût des jeunes filles pour les travaux agricoles et la rusticité de l'habitat campagnard en même temps que le désir des agriculteurs de voir leurs enfants abandonner un métier réputé ingrat avaient conduit beaucoup de jeunes à quitter la terre. En 1975, les agriculteurs et leurs salariés ne représentaient plus que 9,2% de la population active contre 26,7% en 1954 et 20% en 1962. Des 3 millions d'exploitations dénombrées en 45 à 46, il n'en restait plus qu'1,5 million en 1970. 25% seulement des enfants d'agriculteurs nés dans les années d'après-guerre exerçaient le même métier que leurs parents 30 ans plus tard. Mais ceux qui avaient choisi de rester à la terre l'avaient fait en connaissance de cause, et gardaient pour la plupart les yeux tournés vers l'avenir. Sous l'impulsion de la Jacques, un certain nombre d'entre eux, Michel de Bâtisse en tête, avaient examiné d'un œil critique les façons de faire et les manières de vivre du monde agricole. Et ils souhaitaient profiter de l'opportunité qui s'offrait à eux, de répondre aux attentes de leurs compatriotes. Ils étaient bien décidés à rompre, s'il le fallait, avec le passé pour vivre chez eux d'un travail qui leur plaisait. Bien entendu, les choses ne se passèrent pas partout de la même manière. D'une région à l'autre, d'énormes différences se creusèrent. Intervinrent dans les choix,
dans les orientations prises, la culture locale, la plus ou moins grande proximité des centres urbains, la dimension des exploitations existantes, la densité et la qualité des voies de communication, les facilités d'approvisionnement en matières premières et bien d'autres choses encore comme celles concernant le confort de vie. Pour répondre à la demande tout en gagnant honorablement sa vie, tout en tenant compte de la baisse tendancielle des prix agricoles, il fallait explorer toutes les possibilités. Accroître la production, agrandir les exploitations, s'équiper de matériel moderne, augmenter les rendements, se tourner vers des spéculations nouvelles, adopter de nouvelles techniques, le hors-sol par exemple, ou de nouveaux savoir-faire. En bref, pour répondre à la demande, il allait falloir s'adapter. On le savait depuis longtemps déjà, et il y avait belle lurette que les différentes tendances du monde agricole s'étaient heurtées à ce propos. Les premiers élevages rationnels avaient fait leur apparition en France dans les années 30. En 1939, il existait déjà en Bretagne plusieurs dizaines d'élevages avicoles comptant chacun de 200 à 500 sujets. Il existait même à cette époque un couvoir à Rostronen. L'idée de créer des élevages rationnels, de promouvoir une agriculture industrielle n'était pas récente. Joseph Ruault, ministre de l'Agriculture de 1905 à 1910 sous 4 présidents du Conseil, Rouvier, Sarrien, Clémenceau et Briand, en avait sans état d'âme évoqué la possibilité dès le début du siècle. Bien avant lui, dans les années 1880, Édouard Lecouteux, journaliste agricole de renom et fondateur de la Société des agriculteurs de France, en avait émis l'hypothèse. Bien sûr, tout le monde n'était pas d'accord. On évoquait volontiers le spectre d'une France sans paysans. Les participants à la conférence agricole de Stresa, tenue du 3 au 13 juillet 1958, devaient souligner dans leurs conclusions, signe de l'importance que l'on accordait à ce problème, que l'exploitation familiale constituait le fondement de l'agriculture européenne et qu'il convenait, en conséquence, de sauvegarder cette structure familiale par tous moyens appropriés. Ceci étant, agriculteurs et consommateurs, sans être impuissants, ne pouvaient pas grand-chose sans l'intervention des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics. De l'ensemble des problèmes qui se posaient à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ceux de l'agriculture n'étaient pas les moindres. Dans l'esprit des dirigeants de la 4e République, il était hors de question de faire de l'agriculture un monde à part qui vivrait en boitillant et en maugréant des aumônes du reste de la société. Les politiques étaient à l'inverse, bien décidés à demander aux paysans non seulement de subvenir aux besoins de la nation, des besoins en constante augmentation, mais aussi d'apporter leur quote-part au renouveau de l'économie et de contribuer significativement à l'équilibre de la balance commerciale. Les économistes allaient engager le monde agricole dans la voie de la productivité. C'était en fait ce que conseillait J.B. Chombard-Delow lorsqu'il se demandait dans la Revue d'économie politique. L'agriculture ne doit-elle pas, à l'instar de l'industrie, augmenter la dimension de ces entreprises pour obtenir conformément à la demande du consommateur, une production de masse de produits agricoles, régularisée, normalisée, de bonne qualité et à bas coût ? C'est le processus qui s'engagea dès les années 60. Le privilégier, c'était aussi et en fait choisir la voie du progrès technique. Ce progrès technique dont Jean et Jacqueline Fourastier écrivaient en 1977 dans leur livre Pouvoir d'achat, prix et salaire. Le pouvoir d'achat, loin d'avoir varié par de grandes étapes liées par exemple aux grèves victorieuses, à des changements de gouvernement, à des événements politiques, à des renversements de majorité électorale ou aux révolutions de juillet, de mai ou de septembre, n'ont dépendu que de réalités techniques en général ignorées du grand public et des gouvernements eux-mêmes. Et ils en voulaient pour exemple le poulet et le lapin. Ceci étant, tout le monde n'était pas d'accord sur les orientations à donner à l'élevage. Le problème se posait avec une telle acuité qu'en 1960, Raymond Cartier, le journaliste bien connu, estima qu'il était de son devoir d'intervenir dans le débat. 2 passages de son ouvrage intitulé « France, quelle agriculture veux-tu ?», publié chez Plomb, valent d'être cités. Leur lecture se passe de tout commentaire. Un technicien, qui ne veut pas laisser connaître son nom, lui avait dit « Je ne crois pas l'avenir de l'élevage assuré à long terme. C'est un incroyable, un criminel gaspillage. » À cela il avait répondu « L'élevage n'est pas menacé de disparaître. Le technicien qui ne croit pas à son avenir se trompe à coup sûr. » De 1946 à 1974,
la production agricole s'accroîtra certes 2 fois moins vite que la production industrielle mais n'en doublera pas moins, et pour plusieurs secteurs fera mieux que doubler. La montée en puissance sera même telle que bientôt se poseront des problèmes de surproduction, d'écoulement des stocks et bien sûr de revenus. Les économistes, mais aussi des agriculteurs comme Artaud, affirmaient qu'il fallait pour en sortir réduire le nombre de producteurs et rationaliser l'agriculture. Position qui révulsait une bonne partie de la population des campagnes et provoquait de violentes réactions. Dans l'espoir de raviver les relations commerciales, 2 ans à peine après la capitulation de l'Allemagne, en 1947, 23 pays, dont la France, avaient signé les accords du GATT, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, avec pour objectif la réduction des tarifs douaniers et l'intensification des échanges commerciaux. À dire vrai, pendant une quinzaine d'années, il ne se passera pas grand-chose. Il faudra attendre les Kennedy et Tokyo Round pour assister à une sensible relance du processus. Entre-temps, en France, crises et manifestations agricoles s'étaient multipliées à un tel point que les gouvernements avaient dû se résigner à répondre, au moins en partie, aux attentes du monde agricole. Il leur avait été impossible d'ignorer plus longtemps ceux que l'on désignait alors comme les laissés-pour-compte de l'expansion. Ils n'avaient pas pu tenir pour négligeables les violentes manifestations des membres du comité de Guéret dans le centre, ou des paysans des Charentes et du Poitou. Il avait fallu distribuer quelques aides et décider, le 15 décembre 1953, de créer la SIBEV, Société interprofessionnelle du bétail et des viandes, puis au printemps 1954, INTERLAIT, 2 sociétés chargées de réguler les marchés de la viande et du lait par des interventions directes. L'intervention de l'État se fera cependant essentiellement par le biais du format Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, créé par le décret du 29 juillet 1961. Il avait pour rôle essentiel de remettre de l'ordre dans les marchés agricoles, d'orienter la production à moyen et long terme et pouvait agir soit par l'achat, le stockage et la revente de produits par l'intermédiaire de la SIBEV, d'INTERLAIT ou des SIPA qui ne vivront que fort peu de temps, soit par l'octroi d'aides à l'exportation et à la prospection de marchés potentiels, soit par l'octroi de primes à la production, ou de subventions aux groupements de producteurs ou aux comités économiques. De 1962 à 1969, les aides distribuées pour le soutien des prix par les pouvoirs publics et notamment par le format, allaient, grosso modo, être multipliées par 3,3, de 1,8 à 6 milliards de francs. Se taillèrent la part du lion, le lait, en 1968 plus de 45% du total des aides et les céréales, 27% à la même date. Les viandes, réduites à la portion congrue, ne reçurent au mieux que 10% du total, 6% en 1967 et moins encore avant. La PAC et les lois sur l'élevage. Les discussions entamées dès le tout début des années 50 en vue de constituer un ensemble économique cohérent en Europe, aboutiront le 25 mai 1957 à la signature du traité de Rome. Après 5 ou 6 années d'âpres discussions, 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, étaient tombés d'accord pour instituer la Communauté économique européenne, la CEE. Le titre 2 du traité affirmait « Le marché commun s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles ». Les dispositions concernant les marchés concernés figuraient dans les articles 38 à 46 du traité, les objectifs étant plus précisément définis dans l'article 39. Quelques années plus tard, à l'issue d'interminables marathons, après la signature d'accords intermédiaires, un 962, un 963, un 964, qui marquaient tous un progrès sur l'accord précédent, grâce il faut bien le dire à la pugnacité d'Edgar Pisani, après enfin d'intenses mais fructueux pourparlers, naîtra la PAC, la fameuse politique agricole commune. Basée sur 3 principes, la préférence communautaire, l'unicité des marchés et la solidarité financière, elle avait pour but essentiel de préserver les revenus agricoles et de maintenir en Europe une agriculture dynamique. Concernant l'élevage qu'elle entendait protéger, elle allait faire preuve d'une imagination étonnante et quoi qu'aient pu dire certains esprits critiques, il faut aujourd'hui admettre que la plupart des mesures prises se sont avérées positives même s'il n'était, et s'il n'est toujours pas facile de se retrouver dans la jungle de textes toujours agrémentés de bonnes intentions. Les productions les mieux protégées,
placé sous OCM, Organisation commune de marché, bénéficiait de dispositions certes complexes mais aussi redoutablement efficaces. Chaque année était défini en leur faveur un prix d'orientation ou prix d'objectif, un prix d'écluse ou un prix de base en dessous duquel il n'était pas possible de produire, un prix d'intervention en dessous duquel les pouvoirs publics étaient tenus d'acheter les marchandises disponibles ou d'attribuer une aide au stockage. Bien entendu, les importations de la plupart des produits étaient soumises à un prélèvement qui en ramenait le prix au niveau communautaire. Et à l'inverse, les produits exportés recevaient des restitutions qui les rendaient compétitifs sur le marché mondial. Quant au MCM, aux fameux montants compensatoires monétaires, ils furent institués pour contrebalancer à l'intérieur de la communauté elle-même les variations de taux de change. Ils consistaient à instaurer des taxes à l'importation et des aides à l'exportation pour les pays à monnaie forte, et des aides à l'importation et des taxes à l'exportation pour les pays à monnaie faible. Ils devaient avoir des effets pervers inattendus, et la France, qui les avait demandés à corps et à cri, sera l'une des premières à en exiger la suppression. Il fallait bien entendu un organisme pour gérer cet ensemble complexe et fluctuant. On créa pour cela, le 14 janvier 1962, le FEOGA. Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dont le rôle était d'assurer le soutien des prix et la régularisation des marchés agricoles via sa section garantie et de favoriser, par sa section orientation, les améliorations structurelles. Le FEOGA dépensera près de 38 millions d'unités de compte en 1962 à 63, et 6 ans plus tard, en 68 – 69,1 milliards 700 millions. La France percevra pour sa part, entre 1964 et 1967, environ 22% des sommes allouées par la section orientation. Allemagne 28%, Italie 33,5%. Au total, elle a été, et de loin, la principale bénéficiaire des libéralités du fonds. Tandis que se mettaient en place les structures de la CEE, la France continuait néanmoins à appliquer sa politique, une politique pragmatique, adaptée aux circonstances et dont on a pu voir avec le temps qu'elle avait été d'une efficacité certaine. Les lois sur l'élevage. Elles sont au nombre de 4. La loi d'orientation agricole du 5 août 1960 et sa loi complémentaire du 8 août 1962 visaient à faire bénéficier les agriculteurs au même titre que les autres Français de l'expansion économique. Elles se déployaient selon 2 axes. Garder à l'agriculture son caractère familial et organiser la mise en marché des produits. L'un des articles, l'article 21 dont il devait être beaucoup parlé, répondait à la première de ces préoccupations. Il était censé éviter la formation d'excédents et la multiplication des grands élevages en soumettant à autorisation préalable la création ou l'extension d'élevages de volailles ou de porcs qui dépasseraient la capacité maximale prévue pour chaque région. Dans une note du 31 juillet 1963, signée d'Edgar Pisani lui-même, les services de l'agriculture tentaient d'expliquer comment il devait être appliqué. La note traduit visiblement un certain embarras et avoue que l'établissement des textes d'application s'avère devoir être longue. En fait, souvent incompris et mal perçu, ce fameux article 21 sera parfois complètement ignoré, le plus souvent interprété très librement. Il se montrera cependant assez décourageant pour dissuader beaucoup d'éleveurs de poursuivre leur marche en avant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.